Roland Garros 92, 128 joueuses, 128 joueurs, pour succéder à Monica Seles et Jim Courier. Sampras-Rosset, le match des cogneurs. Pete Sampras qui n'avait que 2 petites participations à Roland-Garros où il n'a jamais dépassé le 2e tour. Et là, un match très difficile face au Suisse Rosset. Et un Pete Sampras, comme on vient de le voir, déterminé pour essayer de s'imposer à Roland-Garros, et ces 2 coups gagnants successifs donnent à Rosset déjà bien du mal. Une vitesse de balle qui a déjà été chronométrée à plus de 215 km/h pour Rosset. Avec une technique de service, Michel, quasiment parfaite. Il y a tout là-dedans, le lancer, l'extension des jambes, la propulsion. Et d'ailleurs, Sampras n'a rien à lui demander sur ce coup particulier. Et le service, puisqu'il enchaîne le plus souvent, même sur terre battue, pour aller terminer la volée. Une rencontre interrompue par la pluie à 2-7 partout, 4-2 pour l'Américain qui est mené 30-40 sur son service. Après ce déluge qui s'abat sur Roland-Garros, le match reprendra le lendemain. Incertitude, suspense sur le court numéro 1. Quel retour! Bien bloqué, une préparation ultra courte face à ce service très rapide. Jeu 7 et match. 6-3. 7-6, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3. Au 5e set. Lendl-Bruguera, les 2 joueurs ne se sont jamais rencontrés. Ivan Lendl, c'est 91 victoires en tournoi, y compris 9 tournois du Grand Chelem. Sergi Bruguera, un bon spécialiste de la terre battue. Qui se trouve tout à fait étonné de la manière de jouer d'Ivan Lendl, qui a pris d'emblée la décision d'aller au filet, et sur ses services, et sur ses attaques, ce qui est très rare sur terre battue chez ce joueur. Ivan Lendl l'emporte facilement 6-4, 6-2, 6-1 en un peu plus d'1h30. Un match houleux entre Brad Gilbert, l'Américain, et le Français Cédric Pioline. Pour le vilain geste. L'Américain remporte les 2 premières manches, 6-2, 7-5. On le voit loin derrière la ligne de fond, il est déjà en défense depuis un bon moment. Un point qui illustre parfaitement la physionomie de cette rencontre. Ah, c'est exceptionnel. Et il râle, Gilbert, parce que Pioline a fait du bruit en criant. Cédric Pioline courageux qui va s'octroyer les 3 manches suivantes, 7-5, 6-2, 6-1. Performance remarquable du jeune Français. John McEnroe
contre le Suédois Kulti. C'est pour l'Américain son 35e match à Roland-Garros en 10 participations. Un test terrible pour John McEnroe, car en face, il y a un véritable joueur de terre battue, jeune et déterminé. John McEnroe qui concède, sous les yeux de Yannick Noah, les 2 premières manches. 6-2, 7-5. La volée est trop courte, Kulti est trop rapide et la précision de son passing shot trop importante pour McEnroe. Un Kulti très solide. Qui sait même terminer les points au filet, le cas échéant. Et qui a été champion du monde junior en 1989. Égalité. John McEnroe s'impose dans le 4e set au jeu décisif. Il a manqué un tout petit peu de vitesse. Ce passing shot lui est passé au ras de la raquette. Il y a 4 ou 5 ans, il l'aurait touché. Volée amortie. Du grand McEnroe, du McEnroe génial. Il y a lui et les autres quand ils jouent comme ça. Kulti, omniprésent, ses attaques sont lourdes, ses attaques sont profondes et il vient quand même assez souvent au filet. Superbe. Que c'est bien joué, ça. Pour amortir cette volée, Michel, il faut un toucher superbe, un toucher prestigieux, un toucher unique. Regardez, c'est en pleine course en plus, à 2 mains. Victoire en 4-7 de Kulti. McEnroe quitte le court sous les acclamations. Steve Connors. Papy Connors qui, dans ce match, va faire de la résistance. Il va obtenir 2 balles de premier set. N'oublions pas qu'il affronte ici le vainqueur de Wimbledon. Il arrive à cette performance extraordinaire, c'est de faire douter de lui le 4e joueur du monde, Michael Stich. Prise de balle très rapide de la part de l'Allemand. Et il faut ça pour déborder Connors qui, à près de 40 ans, est toujours aussi rapide. C'est signé Connors. Il perd la première manche mais gagne les 2 autres. S'incline facilement dans le 4e set avant d'aborder avec toute son énergie une 5e manche décisive. Beau toucher avec une prise de raquette de revers pour ne pas que la balle lui échappe. Et là, on sent que Jimmy Connors est déjà très fatigué. On sent qu'il va peut-être céder. C'est lourd. Il ne va même plus chercher cette balle. C'était au 4e set qu'il a laissé filer pour se concentrer sur le 5e. Un Jimmy Connors qui a été privé de Roland-Garros pendant ses meilleures années de 74 à 78. Bruno Rebeu, arbitre de ce match. Il a arbitré plus de 1000 rencontres. Et Jimmy Connors qui implore le ciel. Est-ce que les gros nuages et la pluie vont lui tomber sur la tête? Non,
Ce sont plutôt les balles de Michael Stich. Il est pris Connors et on voit là à quel point il est important d'avoir du physique jusqu'au dernier point, jusqu'à la dernière seconde. Salut Jimmy. Salut John. Salut les artistes. Peut-être leur dernière participation en simple à Roland-Garros. Courir Muster. Jim Courier, qui vient de remporter le tournoi de Rome, avait dans ce même tournoi déjà affronté Muster au premier tour. Il l'avait battu facilement 7-6, 6-4. Ce match de deux cogneurs, qui devait être une partie terrible du deuxième tour, a finalement tourné très rapidement à l'aigre pour Thomas Muster, qui s'est retrouvé tel un cadet en face d'un senior. Un échange qui illustre toute la détermination de l'Américain. Les artistes savent aussi apprécier les cogneurs. Jim Courier a remporté 8 tournois et reste avant ce match contre Muster sur une série de 16 rencontres sans défaite. Ah, c'est terrible pour Thomas Muster. Le registre de Courier est beaucoup plus important, beaucoup plus étendu et il joue un peu plus vite. Victoire en 3-7 de Jim Courier. Pour la première fois de sa carrière, il est désigné tête de série numéro 1 d'un tournoi du Grand Chelem. Forger Vuits, un Belge, inconnu, qui, après avoir été mené 3-0 dans le premier set, va aligner 7 jeux d'affilée. Beaucoup d'erreurs pour Guy Forger dans ce match. Et surtout, Guy Forger qui n'a pas été capable de maintenir une pression constante. On a vu là faire une faute facile, il était à mi-court et ça s'est répété souvent pendant ce match. Décidément, les tournois du Grand Chelem ne réussissent toujours pas à Guy Forger. Très tendu, Guy. D'autant plus que l'adversaire n'est pas connu et il ne veut pas faire une contre-performance pour laquelle on le critiquerait. La joie de Vuits. 6-3, 6-3, 6-3. 6-3. Image sympa, bonheur après la victoire. Lendl Onsins, le Brésilien. Ivan Lendl qui mène 2 manches à 0. Qui continue à faire son forcing qu'il avait déjà démontré sur sa première rencontre, c'est-à-dire qu'il attaque souvent pour essayer d'abréger. Et ça a réussi pour l'instant. Une rencontre qui sera interrompue par la pluie.
ce qui va permettre aux Brésiliens d'égaliser à 2 manches partout. Ivan Lendl semblait pouvoir s'imposer dans cette rencontre, puisque dans le 5e set, il va mener 5-4. Service à suivre. Mais lui aussi a dépassé la trentaine et lui aussi joue de temps en temps trop loin de la ligne de fond. Ce qui permet à ses adversaires de faire des points qu'auparavant ils n'avaient pas du tout l'idée de pouvoir réaliser. Superbe. La victoire pour le Brésilien. « 8-6 au 5e set. Et si nous nous intéressions aux femmes, Jean-Paul, Céleste McNeil, une formalité pour la tenante du titre. 6-0, 6-1. McNeil, l'américaine, qui n'a pratiquement aucun coup pour inquiéter la championne du monde. Elle joue trop à plat, elle est trop lente et l'agressivité naturelle de Céleste fait le reste. Elle met déjà son empreinte sur le tournoi. Jeu, 7 et match. Mademoiselle Céleste, 2 manches 0, 6-0, 6-1. Henri Lecomte, Michael Stich. Un match fantastique qui durera 2h29 minutes. À l'image de ce coup de patte étonnant que Lecomte vient de délivrer. Henri Lecomte qui n'avait rien à perdre dans ce tournoi. Très motivé Henri Lecomte, et en voilà sur cette action qu'il ne faut plus attaquer lentement sur des revers coupés, mais bien frapper tel qu'Henri Lecomte le fait pour venir au filet. Comment va-t-il s'en sortir, Stich? En lançant sa raquette. Victoire 7-6, 6-4, 6-4 pour le Français. Lucide, rapide, impérial, Henri Lecomte. Même un peu aidé par la chance, oui. Michael Stich, c'est ce qu'il pense. Et la belle aventure continue pour Henri Lecomte. 7-6, 6-4, 6-4. Edberg, Cherkassov. Un Stéphane Edberg plus lent que d'habitude. Avec les problèmes qu'il rencontre toujours sur terre battue, c'est-à-dire cette obligation d'asseoir son jeu, de le poser devant des adversaires accrocheurs comme ce joueur russe. Un lob parfait.
jamais battu Cherkassov. On voit tout de même là que Edberg n'est pas au mieux car sur le point précédent, il devait terminer facilement. Il met toujours un coup de trop et par là même se met en difficulté. Une balle litigieuse, annoncée faute par le juge de ligne, confirmée faute par le même juge de ligne, mais décision changée par l'arbitre. Une décision qui change peut-être la face du tournoi. Cherkassov va ainsi obtenir 3 balles de match. Une seule suffira et un autre artiste disparaît. 6-4, 6-3, 7-6. Kulti Chang, un match fou. 4h41 minutes de jeu. Et des parents aussi impassibles que le joueur sur le terrain. Chang, à l'attaque. On ne l'attendait pas là. Deux manches partout. Le Suédois Kulti mène 5-2 puis 5-3 au 5e set. Mais Chang revient. Il va sauver 9 balles de match. Et il va ajuster son jeu en fonction de la puissance de son adversaire que l'on voit là. Terrible revers, Chang est souvent en défense et il va modifier sa tactique et repartir à l'attaque en allant voler souvent. Égalité. Avantage Kulti. Il en veut, il y croit et il soulève la terre, Michael Chang. Merci. Set match Kulti. 8-6 au 5e pour le Suédois Kulti. Quel match! Kulti gagné. 7-6, 2-6, 6-3, 3-6, 8-6. Roland-Garros 92 retransmis dans 102 pays, 85 en direct pour des centaines de millions de téléspectateurs. Mary Pierce, Jennifer Capriati. Mary Pierce qui domine souvent, qui frappe fort dans la balle. Sa puissance fait plaisir à voir, son papa que voici le pense aussi, mais en face, il y a une redoutable combattante. Jeune, rapide, puissante elle aussi.
et qui ne cède jamais dans l'échange. Voilà le genre d'erreur qu'il ne faut pas commettre face à une joueuse de la taille de Capriati, c'est-à-dire une des toutes meilleures mondiales. Jennifer Capriati qui a 16 ans, 3 victoires en tournoi. Elle menait le point, elle menait l'échange, elle avait tout le court pour elle et elle finit par perdre car elle a une mauvaise place entre la ligne de fond de court et la ligne de service. Le no man's land du tennis. Mary Pierce, qui est entrée pour la première fois dans les 15 premières, s'incline en 2-7. 6-4, 6-3. La Coupe Davis à Roland-Garros que les spectateurs peuvent admirer avec plaisir. Et l'on retrouve le Tchécoslovaque Petr Korda, numéro 8 à l'ATP, 2 victoires en tournoi. Il n'avait jamais dépassé le 2e tour à Roland-Garros. Il affronte le Brésilien Hansins. Beaucoup de monde fut surpris par la qualité de jeu de Korda, à commencer par Hansins. Korda qui s'apparente un peu de par son jeu à Henri Lecomte. Il est gaucher, il s'est frappé très fort, très vite. Et il fait beaucoup de points quand il est en réussite. On souhaiterait le voir plus souvent au filet, mais pour l'instant, Korda préfère faire les points avec des accélérations de fond de court. Je fais du match point. 3 manques à 0. 6-4, 6-3, 6-3. Korda, qualifié, il poursuit son petit bonhomme de chemin. Et l'on retrouve avec plaisir Henri Lecomte contre Filippini. L'Uruguayen qui n'est que 108e à l'ATP. On craignait un peu pour Henri Lecomte dans ce match face au 108e mondial, mais Henri Lecomte n'avait pas été déconcentré, tout au contraire, par ses belles victoires des tours précédents. La preuve. Henri Lecomte fait le break d'entrée dans les 2 premières manches. Il avance, il est conquérant, il est concentré, il est stable sur le court. Seul le 3e set est accroché. Lecomte mène par 3 jeux à 2. Rien à faire contre ce Lecomte-là. Le service était long, le service était lourd, mais ça ne suffisait pas contre Henri Lecomte ce jour-là. Excellente première balle. C'est agréable de gagner des matchs en marquant des points sur des balles que l'adversaire ne touche même pas. Quart de finale de ces internationaux de France. Agassi-Sampras. Un match qui a démarré avec 1h30 de retard à cause de la pluie. Le corsaire, le gentleman. Et un premier set très accroché. Une première manche qui se joue au jeu décisif.
Agassi plus dense, Agassi quand même plus présent, car les points marqués par Sampras le sont sur des coups très brillants. Et ce n'est pas toujours bon signe. Ils se sont affrontés 6 fois, 3 victoires pour chacun. C'est lourd, c'est précis, ça fait le point sans commentaire. Jeu Agassi. Sur terre battue, contre Sampras, André Agassi a toujours gagné. Jeu 7 matchs Agassi. Le finaliste de l'an dernier s'impose facilement en 3-7, 7-6, 6-2, 6-1. 6-1. Ivanisevic a 20 ans, il est 9e à l'ATP, croate, 1m93, 73 kg. 4 victoires en tournoi. C'est le match qu'on attend depuis le début du tournoi, car on pense que Ivanisevic est capable de tenir tête, voire de battre Jim Courier. En 1h20, Courier gagne les 2 premières manches. Ivanisevic ne marquant que 3 jeux. Sur le dos, il frappe fort Ivanisevic, mais rien n'empêche Jim Courier de rentrer dans le terrain à la suite de chaque échange un peu long. Il a des problèmes, Jim Courier, vite résolu. Jim Courier qui va concéder son premier set pendant ses internationaux face à Goran Ivanisevic. Ce match sera ensuite interrompu par l'obscurité. Dans le 4e set, Ivanisevic mène rapidement 4 jeux à 1, mais il s'énerve et commet trop de fautes. C'est le principal problème que rencontre le Croate, entre une certaine nonchalance qu'il affiche de temps en temps. Ça lui a valu 2 sets, et subitement cette agressivité qui de temps en temps le rend un peu trop nerveux. Difficile à résoudre ce problème. Comme Yannick Noah. Le rouleau compresseur Jim Courier revient à 4 jeux partout dans ce 4e set pour finalement s'imposer 7-5 après 53 minutes de jeu. Silence, s'il vous plaît. Merci. De plus en plus serein, Jim Courier, après chacune de ses victoires. Un pigeon spectateur pour le match Korda-Cherkassov. Alors qu'Henri Lecomte affronte Kulti sur le central, archi-comble, il n'y a pas grand monde sur le court numéro 1. Premier manche. Korda gagne le premier set 6-4 et obtient une balle de 2-7-0 à 5-4, mais perd finalement cette manche au jeu décisif. Cherkassov, trop nerveux, explose. Korda
est en demi-finale. Et pendant ce temps, sur le central, Henri Lecomte revient de l'enfer. Culti gagne les 2 premiers sets. 7-6, 6-3. D'une manière assez logique d'ailleurs, parce que Culti est plus régulier, il retourne mieux, il met souvent Lecomte en difficulté et le pousse à la faute. Quatre partout. Encore une fois, ce ne sont pas les revers coupés, même d'attaque, qui vont vite, qui arrivent à bout des grands passeurs dont fait partie Culti. Voilà, Henri Lecomte commence à lifter en revers. Et beaucoup de choses vont se modifier. Et Henri Lecomte revient, il égalise à 2 manches partout. On pensait que le jeu précis d'Henri Lecomte allait s'effriter avec le temps qui passait, eh bien non. Il devenait de plus en plus précis. Avec un peu de chance, certes. Merci. Un tennis d'extraterrestre. Jean Gachassin n'en revient pas. Dans ce 5e set, Henri Lecomte mène 2-0, puis 3-1. Mais ce diable de Culti revient à 3 partout. À 1 point du match. Dans les cabines de commentateurs, dans les tribunes, tout le monde est debout. Sur 7 matchs en 5-7 à Roland-Garros, Henri Lecomte n'a jamais perdu. Henri Lecomte surnommé le vengeur masqué, parce qu'Henri en fait joue bien que quand on l'attend pas, qui nous avait déjà fait le coup à Lyon, qui avait perdu, et tout d'un coup le vengeur arrive, et là il nous refait le coup, le vengeur, parce que en fait cette semaine, c'est lui qui sauve le tournoi, parce que c'est le seul attaquant, c'est le seul gars capable de faire vibrer le central et mettre le feu.
demi-finale du simple dame, Steffi Graf, Arantxa Sánchez. Des jeux de jambes à toute épreuve, que ce soit du côté Sánchez ou du côté Graf. En 24 minutes, Steffi Graf perd la première manche 6-0. Un couac absolument inexplicable, mais une Sánchez irrésistible. Le match s'équilibre. Graf remporte le deuxième set 6-2. Et tout d'un coup, les coups droits de Steffi Graf vont s'accélérer, vont être plus précis et mettre Sánchez Vicario en défense. Elle avance beaucoup moins que pendant la première manche. Elle commence à être hésitante. En 15 rencontres, Steffi Graf n'avait concédé que 2 défaites face à Sánchez, et toujours à Roland-Garros. Ça pèse lourd, c'est long, ça use. Sánchez a pourtant mené 2-0 au troisième set, mais elle s'incline 6-2 au troisième après 1h45 minutes de jeu. Deuxième demi-finale, Céleste Sabatini. Match intense. Et dans ce match, la capacité de Monica Seles à se surpasser mentalement au moment important est palpable. Étonnant. Première manche pour Céleste, 6-3. Elle est à l'intérieur du court le plus souvent, elle est en attaque le plus souvent. Sabatini varie son jeu et parvient ainsi à gagner des points importants à ce moment du match. Gabriela Sabatini gagne le deuxième set 6-4 dans un central archi-comble. Jeu, Mademoiselle Seles. Au troisième set, Gabriela Sabatini mène 4 jeux à 2 services à suivre. Elle domine, on a le sentiment qu'elle va pouvoir enfin gagner contre Céleste sur terre battue. Mais c'est mal connaître la championne en titre. Petit à petit, Sabatini raccourcit ses coups, ne frappe plus avec autant de conviction et c'est elle, la lionne, qui se réveille. On peut dire que Sabatini va en partie donner le match à Céleste car elle la tenait et elle l'a lâché au moment le plus important.
6-4 au troisième après 2 heures de jeu pour Monica Seles. Première demi-finale du simple messieurs, Korir-Agassi. 9e opposition entre les deux joueurs qui comptent chacun 4 victoires. Un match dont on attendait beaucoup du fait des résultats annoncés, car Agassi avait souvent gagné. Mais Agassi a un jeu qui est moins complet que celui de son compatriote. Il a moins de coups, un éventail moins large et surtout, un mental auquel Agassi n'accédera peut-être jamais. C'est Korir qui mène le jeu, c'est Korir qui délivre les coups les plus rapides et les mieux placés. C'est Agassi qui est le plus souvent en défense, c'est Agassi qui est en train de se faire battre. En 91, en finale de ces internationaux de France, Korir avait battu Agassi en 5-7. Cette année, la victoire est plus facile. Deuxième demi-finale, Lecomte Corda. Henri Lecomte, fatigué, perd le premier set en 37 minutes. Il joue contre quelqu'un qui joue aussi vite que lui, même plus vite quelquefois. Et comme il est fatigué, Henri Lecomte, il est moins précis. Face à un Tchécoslovaque qui se bat, et avec un pourcentage de première balle très faible, 40% seulement, Henri Lecomte s'épuise. Jeu, 7 et match, Corda, 3 manches à 0. Corda, pour la première fois, atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem alors qu'il n'a battu aucune tête de série. Henri Lecomte se retire sous les applaudissements. Finale du simple dame, Seles ou Graf pour la Coupe Suzanne Lenglen. Finale de 2 reines du sport, 2 reines du tennis, au jeu complètement opposé, mais à la vitalité et à la détermination absolument égales. Première manche pour Monica Seles, 6-2. Deuxième set pour Steffi Graf, 6-3. Le troisième set restera inoubliable. Steffi Graf a retrouvé sa première balle de service et son grand coup droit. Monica Seles
est toujours capable d'attaquer la balle très tôt, est toujours capable de tout remettre en jeu, est toujours capable de mettre ce qu'on appelle la pression sur son adversaire. Rare de voir ces demoiselles qui sont des ultra rapides prendre du temps comme ceci pour récupérer. Steffi Graf mène 6-5 dans ce troisième set, mais ne peut conclure. Les points sont de plus en plus chers, les points sont de plus en plus difficiles. Chaque centimètre de court gagné est d'une importance capitale. À 9-8, Monica Seles a une troisième occasion de remporter la rencontre. Steffi Graf sauvera 5 balles de match. Un grand match, une belle victoire après 2h43 de jeu. Troisième victoire consécutive et un succès historique pour Monica Seles qui reçoit la Coupe Suzanne Lenglen des mains de Chris Evert. Joli sourire de jeune fille heureuse, on la comprend. Grande tristesse, on le sent pour Steffi Graf. Elle a combattu, elle a perdu, elle s'en va sous les applaudissements d'un stade archi-comble. Internationaux de France 1992, finale du simple messieurs, Pete Korda. Jim Cohen. La Coupe des Mousquetaires, finale entre Courir et Korda, un match arbitré par Bruno Rebeu. Un match que l'on sent pouvoir tourner à sens unique, on espère le contraire, et Korda, en ce début d'ailleurs, s'y emploie fort bien que passé par cette balle très courte de Jim Courier. Du beau tennis pour le Tchécoslovaque Korda qui, après avoir été mené 5-3, égalise à 5 partout. Et on y croit. Tout le monde voudrait que le Tchèque fasse son match, un grand match. Ce magnifique revers pris très tôt avec beaucoup de rythme. Mal jugé, la balle est bonne. Le rouleau compresseur est en route. Avec de belles réactions de Petr Korda.
Courier gagne la première manche 7-5. Puissance et finesse pour l'homme à la casquette. Dans ce deuxième set, Petr Korda mène 2-1, mais Jim Courier aligne 5 jeux d'affilée. Korda qui a déjà dépensé beaucoup d'énergie, qui s'est beaucoup donné, mais en face, la machine est en route, elle fait mal, elle fait les points, ce qu'il faut et au bon moment. Jeu, 7 et match Courier. 3 manches à 0, 7-5, 6-2, 6-1. Battling Jim qui s'impose en 3-7, 7-5, 6-2, 6-1. Korda n'aura fait illusion que dans la première manche. Aussi, je voudrais dire un grand merci pour tous les ramasseurs de balles, les juges d'arbitre. Excusez-moi, je parle comme un vache espagnol, mais... Il a du talent et de l'humour, Jim Courier. René Lacoste, Jean Borotra, les mousquetaires, toujours présents. Et pour Petr Korda, une finale dans un tournoi du Grand Chelem qui laissera de beaux souvenirs. À Roland-Garros, deuxième victoire pour Jim Courier, troisième succès pour Monica Seles.